Bonjour à tous et à toutes et bonjour à vous Jean Telet. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette rencontre par temps de pluie autour de oui, votre... vous avez vu, hein, Et oui, l'organisation fait bien les choses. J'avais réclamé au bon Dieu que ce soit bien raccord avec le titre du livre et la pluie arrive. Vous avez beaucoup d'autorité, c'est très bien. Donc Jean Telet, on ne vous présente plus, hein. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, dont Rainbow pour Rimbaud, qui était le premier, Le magasin des suicides, Mangez-le si vous voulez, qui m'a tant impressionné et auquel je pense encore souvent. Un petit livre de gastronomie périgourdine. De gastronomie mémorable, Gare à loup, et puis Crénon, Baudelaire plus récemment, et donc Azincourt par temps de pluie, chez Mialet Barreau, qui est le dernier né, et qui nous raconte cette histoire incroyable de la bataille d'Azincourt, 1415, qui est finalement la fin de l'ère de la chevalerie et qui marque l'entrée dans un autre monde et de manière fort douloureuse. Vous allez donc nous parler de cette histoire, mais déjà ce que j'aimerais savoir, puisque j'aime beaucoup vous lire Jean Telet, et à chaque fois que je lis un livre de vous, je me dis mais quelle est l'étincelle, qu'est-ce qui va dans une histoire, dans une situation, attirer votre attention et vous donner envie d'écrire un livre à partir d'un événement, que ce soit un homme qui se fait manger en passant pour un Prussien, ou l'histoire de Baudelaire qui dit Crénon comme dans la fin de sa vie, ou bien l'histoire, la bataille d'Azincourt, qui est quand même un fiasco terrible. Pour vous parliez de Mangez-le si vous voulez, je me souviens, c'est le livre qui a suivi le Montespan. Et le Montespan avait eu tellement de succès. J'avais été tellement épargné par les mauvaises critiques, tout ça, que je me disais, quand on a écrit le Montespan, quoi qu'on écrive derrière, les gens vont être déçus. Et je me disais, moi qui étais tellement épargné, alors là, ça va être un lynchage, je vais me faire massacrer et tout ça. Et comme un idiot, sur l'ordinateur, sur Internet, je passais mon temps à écrire lynchage, massacre. Et à un moment, je tombe sur un site où il y avait le mot lynchage, le mot massacre et le nom d'un tout petit village, Haute-Faille. Je me dis, c'est quoi ce village? Et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire, quoi. Et en me disant, je vais raconter ça et je pense que les lecteurs n'iront peut-être pas jusqu'à me bouffer quand même, quoi. Et voilà comment c'est venu pour ce livre-là. À chaque fois, c'est un peu par hasard. Et pour Azincourt, ça faisait longtemps que je tournais autour de cette idée, mais je ne savais pas comment raconter l'histoire, parce que ce qui me plaisait dans l'histoire de la bataille d'Azincourt, c'est que c'est la bataille la plus conne de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est une bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il n'y avait aucune raison de la faire. Il n'y avait rien à gagner pour le camp qui allait gagner. Mais les Français ont été tellement abrutis et tout que je me suis dit, il faut raconter ça, c'est formidable comme histoire, comme symbole de la bêtise totale, quoi. Parce qu'en gros, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, le roi de France s'appelait Charles VI et que c'était qu'on appelait Charles le Fol parce que c'était un roi fou. Il croyait qu'il était en verre. C'est une maladie qui existe d'ailleurs, ça s'appelle l'illusion de verre. Et donc il se faisait mettre des attelles partout autour du corps, sur les bras, sur les jambes, tout ça. Et il interdisait qu'on le touche de crainte qu'on le brise. Et total, c'est son armée qui a volé en éclats. Et puis, quand on devait lui demander quelque chose, comme c'était le roi de France, sire, qu'on l'appelait, il allait se planquer derrière un rideau de fenêtre et il disait « Je ne suis pas le roi de France. Je ne sais même pas où c'est la France. Moi, de toute façon, je m'appelle Georges. » Donc, j'aime bien les tarés comme ça, moi. Et je suis parti sur cette histoire où... à l'époque, en Angleterre, le roi ne s'appelait pas encore Charles III, mais Henri V, et qui décide d'envahir la France. Il décide de l'attaquer par la Normandie. Et puis son idée, c'était d'arriver à l'embouchure de la Seine, de remonter la Seine, de prendre Paris, de tuer le roi, et puis d'envahir la France, un truc simple, quoi. Mais à l'embouchure de la Seine, il y avait une petite ville fortifiée qui s'appelle Harfleur. Et en fait, il a eu beaucoup de mal à prendre cette ville qui a résisté et tout.
Et puis, il faisait un temps de cochon. Il y a eu plein de soldats qui sont morts et tout. Puis, au bout d'un moment, Henri V, il se dit, bon, ben, c'est planté. Alors, il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est on remonte par la côte à toute blinde jusqu'à Calais, qui était une ville anglaise. Et là, on reprend les bateaux et on retourne à Londres boire des bières. Et il a mis 2 mois à essayer de prendre Harfleur. Et pendant 2 mois, l'armée française n'en a rien à foutre que les Anglais soient en train d'attaquer la France. Mais rien à foutre. Et au moment où ils partent, tout d'un coup, les Français se réveillent et disent « Ah, mais non !» Et ils forment une gigantesque armée. Ils remontent à l'est de la colonne des Anglais qui voulaient partir. Et ils les bloquent à 60 km de Calais. Ils font demi-tour. Et à Azincourt, ils bloquent l'armée anglaise et ils décident de faire une bataille. C'était le 25 octobre 1415, un vendredi. Si les Français avaient dit « on verra ça après le week-end », le lundi, il n'y avait plus d'Anglais en France. Mais voilà, les Français... Surtout que les Anglais étaient penauds, ils avaient mangé des moules en mais plus. Oui, en plus, oui, c'est ça. Les Anglais, quand ils ont remonté pour filer vers Calais, Henri V voulait que ça se passe à toute vitesse, donc interdiction de s'arrêter pour manger. Les soldats devaient manger des mûres, des noisettes qu'ils ramassaient le long des chemins et tout. Et en franchissant la baie de la Somme, ils voient des pieux de bouchot avec des moules. Ils se disent, on va aller bouffer les moules. Et Henri V, il dit, mais non, mais on n'est pas au resto ici. Vous avez qu'à déterrer les pieux de moules, vous les mettez sur des chariots, et en marchant, vous mangez les moules. Sauf que si les pieux de moules étaient là, c'est parce qu'il y avait un problème et qu'en fait, elles n'étaient pas fraîches du tout, les moules. Ce qui fait que entre la baie de Somme et Azincourt, il y a eu 2000 morts. Épidémie de dysenterie foudroyante. Donc, arrivé à Azincourt, les Anglais n'étaient plus que 6000, complètement affamés, malades comme des chiens, fatigués à n'en plus pouvoir et tout. Et en face, l'armée française, 30 000. Et alors, toute la chevalerie, tous les nobles de France étaient là, en armure rutilante et tout. Même d'ailleurs, hein, ils venaient de partout. De toute la France. Et ils étaient tous là. Et ils étaient venus avec leurs cuisiniers qui préparaient des foies d'oie frits, des trucs. Ils étaient venus avec des tonneaux de vin, des liqueurs et tout. Ils ont passé toute la nuit du jeudi, la veille donc de la bataille, à picoler comme des cons et tout ça. Et goûte ça, moi je viens de Lorraine, et goûte-moi cette prune, et puis ça. Et ils ont fait la fête toute la nuit autour de feux de camp et tout, alors qu'à l'autre bout du champ, les Anglais se disaient « demain, on est tous morts ». Et les Français ont enchaîné les conneries, mais à un point, c'est invraisemblable. Déjà, c'est eux qui ont choisi l'endroit de la bataille. Et ils ont choisi un bois, un champ de blé d'hiver qu'on venait de semer, qui était entre la forêt d'Azincourt et la forêt de Tramcourt, et qui était un champ légèrement en pente, et les Anglais étaient dans la partie haute du champ, à l'autre bout, et les Anglais donc en bas. Et les sillons du champ qui venaient d'être labourés, les sillons allaient de haut en bas, étaient dans le sens de la longueur du champ. Et comme c'était depuis 10 jours, c'était une pluie diluvienne, ça pleuvait à n'en plus finir. Toute l'eau qui était sur le plateau où étaient les Anglais ruisselait vers les Français. Derrière, il y avait des rivières et tout qui ont débordé, qui ont inondé le camp français et tout. Mais les Français n'en avaient rien à foutre. Et puis le lendemain matin, au moment où devait démarrer la bataille, Henri V arrive au bord du champ, voit l'armée
française qui traversait tout le champ. C'était comme une barre d'acier sur 32 lignes et tout. Ils étaient 30 000, tout le monde en armure et tout. Et là, Henri V, il se dit, le coup n'est pas jouable. Et envoie un émissaire proposer aux Français de ne pas faire la bataille, en disant, on vous rend Harfleur, qu'on vient de vous prendre, on vous rend même Calais, mais juste vous nous laissez traverser ce putain de champ pour qu'on rentre chez nous. Et les Français, mais pas du tout, mais c'est mal connaître la chevalerie française, mais vous allez voir et tout. Et donc les Français ont décidé de faire la bataille. Et le lendemain, il y avait toute la chevalerie française décimée, tous morts. Et des milliers de ducs, de comtes, de barons, tous morts aussi, quoi. Et pendant la bataille, mais ça a été le festival aussi de la bêtise. Et ils étaient tellement nombreux, les chevaliers français, qui voulaient tous être devant, en première ligne, en se disant, de toute façon, les Anglais, on va les ratatiner. Si des moules pas fraîches ont pu en buter 2000, ça serait quand même un comble qu'on n'arrive pas à en faire autant, quoi. Et sauf que c'était impossible qu'ils se mettent tous devant sur une ligne, les Français, tellement ils étaient nombreux. Donc il a fallu qu'ils soient sur plusieurs lignes. Mais ils voulaient tous être collés les uns aux autres. Et puis, normalement, ça ne se passe jamais comme ça, une bataille. Ça ne se passait jamais comme ça. Devant, on mettait, surtout que les Français en avaient, on mettait les arbalétriers. Et puis, en plus, les Français avaient des canons que n'avaient pas les Anglais, parce qu'ils les avaient laissés à Harfleur, parce que c'était trop compliqué à transporter. Et si les Français avaient fait les choses normalement, il y aurait eu... ils avaient 5 canons, là, les 5 canons, les Français. Ils auraient mis en ligne, ils auraient balancé les boulets sur la toute petite armée anglaise. Pendant ce temps, les arbalétriers auraient tiré des arbalètes qui allaient beaucoup plus loin que les flèches, qui étaient d'un tir très précis. En un quart d'heure, c'était réglé. Il n'y avait plus d'anglais. Mais non, les nobles français ont dit, mais pas du tout. On ne va pas laisser la bataille à des ouvriers, que les arbalétriers aillent derrière, et on ne va pas utiliser nos canons, vu que les Anglais n'en ont pas, ce ne serait guère chevaleresque. Et donc, ils avaient décidé d'être tous entassés devant les nobles français. Mais le problème, c'est qu'ils avaient tous des lances de 4 mètres. Et ils étaient tellement tassés les uns contre les autres qu'ils se prenaient tous les lances dans le cul. Ils disaient, mais elles sont trop longues, les lances. Il faut qu'on les coupe en deux. Ils les ont coupées en deux. Mais au moment où il y a eu la bataille entre ceux qui avaient les lances, les Anglais, les lanciers et les Français, les Français étaient transpercés par les lances, que eux, le bout de leur lance ne touchait toujours pas les Anglais, quoi. Et tout a été comme ça. Et puis, ils attendaient que la bataille démarre, parce qu'il faut savoir aussi que la chevalerie, pour les batailles, fonctionnait d'après un livre qui était la Bible des batailles, qui s'appelait l'Arbre des batailles, qui expliquait comment, quand on est chevalier, on fait une guerre. Et il y avait écrit qu'il fallait jamais attaquer les premiers, que le camp qui attaque le premier perd. Donc, ils décident d'attendre. Et les Anglais, qui étaient à 900 mètres des Français, Henri V, il attend 1 heure, à 8 heures du matin, et voilà, tout le monde est prêt. Il attend, rien ne se passe. Il fait avancer doucement toute son armée de 300 mètres. Les Français ne bougent pas. Il fait réavancer 1 heure après son armée de 300 mètres. Les Français ne bougent pas. Et les Anglais ont beau avoir la réputation d'avoir du flegme, ils disaient quand même, les Français, ils ne bougent pas. Et en fait, les Français ne bougeaient pas parce que pour un truc auquel ils n'avaient pas fait attention, c'est que pendant qu'ils regardaient les Anglais,
comme ils étaient tous en armure, des armures qui étaient très très lourdes, un type de 60 kilos, quand il avait son armure, il pesait 100 kilos. Les chevaux qui étaient avec le cavalier en armure, plus la propre armure du cheval, pesaient 1 tonne. Et ils n'avaient pas fait attention à un détail, c'est qu'ils s'enfonçaient dans la boue. Et ils étaient enfoncés à mi-jambe. Ce qui fait que quand les Français ont décidé de partir à l'attaque, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas bouger. Mais pas du tout. Et comme ils étaient entassés, les Anglais, eux, arrivent et tirent des flèches, C'était impossible qu'ils les loupent. Il n'y avait pas de place entre eux. Et quand les Français ont quand même voulu essayer de lancer la bataille, ils étaient tellement entassés les uns aux autres qu'ils ne pouvaient même pas tirer leur épée du fourreau. Et donc, ils se sont fait absolument tous dézinguer. Mais comme ils étaient enfoncés à mi-jambe, tous ceux qui mouraient ne pouvaient pas tomber non plus. Parce que l'armure est très peu souple. Donc, on ne peut pas basculer ni en avant ni en arrière. Donc, ils étaient comme des statues d'île de Pâques, comme ça. Et tout a été d'une folie comme ça. Et ils ont réussi, les Français, à faire un exploit invraisemblable. C'est que donc il y avait l'avant-garde, premier corps d'armée où il y avait toute la noblesse, le corps de bataille et puis l'arrière-garde derrière. Et de chaque côté, il y avait 1000 chevaux à gauche, 1000 chevaux à droite qui longeaient l'armée. Mais les Français, il se trouve que le champ était un peu étranglé par le milieu, parce que la forêt d'Azincourt et la forêt de Tramecourt mangeaient un peu le champ. Alors que la technique, normalement, des Français, c'était de lancer la cavalerie sur les côtés de l'armée d'en face et de la traverser au milieu. Et quand ils étaient au milieu, ils butaient tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'il y avait devant et tout. Sauf que les Anglais avaient tellement avancé qu'ils ne pouvaient pas, de toute façon, contourner. Alors, ils ont essayé, mais les Anglais avaient fait un truc que les Français ont trouvé très fourbe et pas du tout chevaleresque et pas dans l'art des batailles. C'est que les pieux à moules qui les avaient fait crever, ils avaient gardé et ils les mettaient plantés dans le sol, penchés vers les Français. Ce qui fait que quand, malgré tout, la cavalerie a réussi à sortir du bourbier et s'est lancée, quand les chevaux ont voulu foncer vers les Anglais, les chevaux se sont fait empaler par les pieux à moules. Les chevaux, voyant ça, ont voulu fuir soit sur la droite, soit sur la gauche, mais l'Anglais, qui est décidément très fourbe, Henri V, avait mis des soldats dans les deux forêts qui leur tiraient dessus. Donc les chevaux ne pouvaient pas aller tout droit, ne pouvaient pas aller sur les côtés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Demi-tour et foncer. Foncer sur qui? Sur l'armée française. Et donc, les chevaux, il y a eu 2000 chevaux ensemble complètement affolés, qui ont traversé toute l'armée française. Les Anglais n'avaient pas encore fait quoi que ce soit, qu'il y avait déjà des milliers de morts. Et tout a été comme ça d'un bout à l'autre. C'est un récital de conneries, quoi. Et il y en a une qui avait vu venir la chose, une seule sur le champ de bataille, enfin sur la préparation du champ de bataille, c'était Fleur de Lys, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et une petite pute à soldat, qui d'ailleurs, quand elle est arrivée, elle a demandé à un chevalier, mais au fait, c'est pourquoi cette bataille? Et l'autre, il lui répond, c'est pour empêcher les Anglais de rentrer chez eux. Et elle a dit, vous préféreriez qu'ils restent ici? Et tout le monde, oh, tu comprends rien à la guerre et tout. Et puis elle avait remarqué un truc dans le camp français, elle dit, écoutez, les chevaux ne hennissent pas. Et ça, on disait toujours qu'à la veille d'une bataille, quand dans un camp, les chevaux ne hennissaient pas, c'est comme s'ils sentaient qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et tout le monde se foutait de sa gueule à Fleur de Lys, et c'est elle qui avait raison sur tout. C'était comme une servante de Molière, elle était le bon sens. Et ça a été un carnage pour les Français. Et 3 heures après, il y avait eu 10 000 morts, et sans une arme à feu, hein, tout à la ferraille. Ça a dû être un truc. C'est 2 fois la durée d'un match de rugby, 10 000 morts.
Et Henri V, le lendemain, qui n'était pas, après la bataille, qui n'était pas un tendre, avait dit vous ouvrez tous les casques des nobles morts et vous leur défoncez la gueule à coups de maillet et tout. Et vous leur retirez leur chevalière où il y avait leurs armoiries ou leurs initiales pour que même les gens de leur famille ne puissent pas les reconnaître. Et puis voilà. Et donc les soldats, en plus voyant les soldats anglais, les belles armures des Français qui étaient faites à Milan, à Nuremberg, tout ça, décident de piquer toutes ces armures, ce qui fait que les chevaliers se sont retrouvés en tricot de peau, en caleçon et tout. Tous les gens des villages autour sont venus pour leur piquer leurs chemises en soie qu'ils avaient et tout ça, pour faire des vêtements et tout. Et ce qui fait qu'ils se sont tous retrouvés à poil, les Français, morts. L'humiliation suprême. Ah oui, et puis mis dans 3 fosses communes autour. Et ouais, c'est vraiment une bataille exemplaire. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai fini d'écrire le livre, j'ai appris qu'en ce moment, les Anglais sont en train de construire un sous-marin nucléaire qu'ils vont appeler comment? Quand même, hein, Azincourt. Et le foutage de gueule. Et alors les Anglais, il faut savoir que le roi d'Angleterre, Henri V, en Angleterre, dans une bataille plus jeune, il s'était pris une flèche qui avait traversé la mâchoire, qu'il avait fallu inventer un outil spécial pour lui retirer la flèche. Mais donc ça lui avait complètement bousillé, c'était du côté droit, et la joue et la mâchoire. Et d'ailleurs, tous les portraits d'Henri V ne le montrent que de profil et du profil gauche. Et ce qui fait qu'il articulait mal. Le son « ze », il le prononçait « je ». Ce qui fait que depuis, les Anglais ne disent pas Azincourt, mais à Gincourt, tout ça. Alors, ils continuent à dire Agincourt, tout ça parce que l'autre s'est pris une flèche dans la tronche. Ouais. Et voilà. Et quelles conséquences ensuite sur ce fameux esprit chevaleresque? Parce que ça va quand même un peu perdre de son éclat là. Ah, c'est pas que ça va perdre de son éclat, c'est que c'était fini, quoi. C'était terminé. C'était terminé. Et puis il y a eu des lignées de familles où il y avait pratiquement le grand-père, le père, les cousins, les fils et tout, tous massacrés. Donc ça a été des extinctions de plein de familles de nobles. Et puis il y a quand même un personnage ensuite qui est Jeanne d'Arc qui va venir quand même à la rescousse de tout ça. Et j'ai trouvé intéressant quand même de voir qu'il y avait d'un côté Fleur de Lys et de l'autre, on se dit Jeanne d'Arc bientôt. Ce sont quand même des femmes qui vont peut-être dire il faut penser les choses un peu autrement dans un monde où... Et Jeanne d'Arc, ça a été la première à interdire les prostituées sur les champs de bataille. Quoi. Mais oui, et après, ça a été Jeanne d'Arc, et puis tout a changé. Et l'art de la guerre va changer à partir de là. Ah bah oui. Et puis en plus, allait arriver les armes à feu et tout ça. Enfin, ça a été la fin d'une époque en 3 heures, et sans aucune raison. C'est ça qui est formidable. Et surtout, on a un festival, d'un côté un festival d'orgueil, qui évidemment est en fait une forme de bêtise terrible, et puis de l'autre, il y a cette peur, cette angoisse des Anglais qui va se transformer quand même en colère, en cruauté, en esprit de revanche. Et tout ça va durer très longtemps dans le temps, c'est-à-dire que ça va fixer les choses entre Anglais et Français. Mais absolument, oui. Là, l'histoire entre la France et l'Angleterre, c'est quelque chose. Oui, on parle de quelque chose de très long quand même. Oui, puis les Anglais sont spéciaux. Il y a Michelet qui une fois a fait une série de conférences sur l'Angleterre, et la première phrase qu'il a dite, c'est « Messieurs, l'Angleterre est une île, et je pourrais tout arrêter, ma conférence là, ça explique tout ».
C'est à part. Et moi qui ne suis pas fan de Gaulle avait dit la même chose. Quand dire l'Angleterre de faire partie d'une Union européenne, mais c'est impossible. Ça n'est pas en Europe, l'Angleterre. Voilà. Donc déjà, à ce moment-là, on voit se dessiner cette mentalité Gallicard. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé la langue du texte? Puisque là, on rit beaucoup quand on vous écoute, alors que vous nous racontez des horreurs, soit dit en passant quand même. Et c'est le cas quand on lit aussi. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant ce livre, tout en lisant des histoires de mâchoires qui se décrochent, de casques pleines de cervelles bouillies. Enfin, tout ça est terrible. Et en même temps, il y a cette langue à vous qui est moderne. On va lire le mot bamboche dans ce texte quand même. Bamboche à Azincourt. Et vous utilisez quand même, vous faites renaître aussi cette langue médiévale ancienne. Oui, mais j'ai trouvé bien très mêler intéressant. Les deux. Dans mes livres historiques, j'aime bien à la fois qu'il y ait des sons d'époque pour qu'on soit dans le truc, mais je veux pas raconter ça dans le langage de l'époque, parce que si je voulais raconter la bataille d'Azincourt comme on l'écrivait à l'époque, mais ça serait illisible. On comprendrait rien. Et j'aime bien faire un mélange de langage actuel et de langage de l'époque, comme ça. Parce que, en fait, je ne m'adresse plus à des gens du Moyen-Âge, ils sont tous morts. Donc, à Azincourt. Oui, en grande partie à Azincourt. Ouais. Et donc, voilà, j'essaye de faire un mixte. Comment vous faites vos recherches? Parce que quand même, il y a quelque chose de très léger dans ce texte, dans la façon dont vous nous racontez l'histoire. C'est palpitant, et en même temps, ça repose sur un socle documentaire qui pourrait facilement écraser une plume ou un ton ou une ambition littéraire. Mais je fais attention, je lis beaucoup de livres d'historiens à chaque fois, et là sur celui que je suis en train de faire aussi, beaucoup de trucs pour être bien renseigné. Puis au bout d'un moment, je me dis, c'est bon, j'en sais assez. Et après, je me lance dans le roman. Et c'est vrai que plus c'est horrible et plus ça me fait rigoler. Ouais. Voilà. On voit, et puis ça nous fait rigoler nature, aussi. Et j'ai vu aussi, alors il y a des dessins, il y a des schémas que vous faites. Des plans, Et moi, qui suis une grande privilégiée, vous m'avez même fait un petit dessin. Ouais. En dédicace. Alors comment vous travaillez ça? Vous aimez dessiner? Vous êtes quelqu'un qui fait des plans de bataille quand vous écrivez votre texte? Puis moi, je suis un visuel, et quand des fois j'ai un peu de mal à, je sais pas comment raconter une scène, je me la griffonne et puis je la mets au mur en face de mon bureau, et ça m'aide. Parce qu'avant, j'étais dessinateur de bande dessinée, donc tout comme j'ai écrit au crayon à papier. Moi, quand j'ai commencé à écrire, il y a des gens qui m'ont offert des beaux stylos plumes avec la plume en or et tout. J'avais l'impression d'être ministre. Je ne peux pas écrire, mais avec ça. Il me faut un crayon à papier. Et vous écrivez pas à l'ordinateur? Non. Et après, je tape sur l'ordinateur, mais je ne peux pas écrire directement à l'ordinateur. Non, il faut que ça passe par la main. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire d'Azincourt, du présent? Parce que vous nous avez parlé un petit peu des relations France-Angleterre, mais moi, j'en ai déjà parlé, on en a parlé ensemble pour Le Point, et vous m'avez parlé de la gauche française. Oui, parce que je faisais la promo du livre avant les élections et tout. Et je me disais, mais on n'apprend rien de l'histoire. Ils étaient tous à se fâcher les uns les autres comme les Français étaient à Azincourt. Et puis ils se sont pris le mur. Et moi je disais, ça va être la même chose, quoi. C'est drôle de rien apprendre de l'histoire. Ouais. Donc vous écrivez quand même en vous disant, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ces choses du passé pour mieux penser les relations internationales. Moi, souvent, quand j'écris des livres historiques, en fait, j'ai l'impression d'écrire des livres qui parlent de trucs présents, quoi. Et j'aime bien ce mélange-là. Ouais. Pour qui est-ce que vous avez eu le plus de peine dans cette histoire d'Azincourt?
De peine comme personnage. Les Français, les Anglais. Moi, je sais que j'avais finalement beaucoup de peine les pour Français, les Anglais. j'ai pas de peine. Normalement, ça se sent, on n'avait pas de pitié pour les Français. Normalement, 10 000 morts, on fait oh là là, la guerre, quelle tristesse, Barbara et tout. Mais là, on se dit, mais c'est bien fait pour leur gueule, ils étaient trop cons, quoi. Ah ouais, non, avoir de la peine pour la noblesse française qui était là, ben, ils avaient qu'à pas le faire et tout. Puis ils bouffaient, ils avaient toute la veille, ils ont bouffé, ils ont picolé comme des dingues. Les mecs, ils arrivaient le lendemain, au début de la bataille, et en disant putain, j'ai trop bouffé hier, je rentre plus dans mon armure. Et enfin, ils s'y sont vraiment pris. C'est vraiment bien fait pour eux, tout ce qui leur est arrivé. Aucune peine, alors là. Comment est-ce qu'elle a été perçue, cette bataille et cette défaite, par le peuple français ? On ne sait trop rien parce que y avait, l'info circulait pas beaucoup. Hein, et puis, je crois que ils étaient pas, donc forcément pas au courant. Il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas la télé, pas la radio. Et je crois quand ils l'ont appris, ils devaient s'en foutre. C'était l'histoire de la noblesse. Parce qu'il y avait des soldats de base et des mercenaires et tout. Mais comme les nobles les avaient tous foutus à l'arrière, quand ils ont vu le bordel qu'il y avait devant, ben, ils sont barrés. Et il y a eu finalement très peu de soldats de base tués. Ça a été la noblesse qui s'est tout pris dans la gueule. Et quelques prisonniers. Et beaucoup de prisonniers. Henri V a fait beaucoup de prisonniers, des nobles, qu'il a emmenés dans les prisons anglaises pour réclamer des rançons aux familles. Et ça a rapporté un pognon à l'Angleterre, dont Charles d'Orléans, qui était le neveu du roi. Et alors Charles d'Orléans, c'est rigolo parce qu'il n'a rien vu de la bataille. Parce qu'il a été un des premiers à tomber. Et puis après, il y a eu des tas de morts qui sont tombés dessus. Il a passé toute la bataille sous une montagne de morts. Et il a été retrouvé le lendemain, quand on sortait les corps, on dit bah, tiens, il y en a un qui bouge. et c'était le neveu du roi. Et Henri V l'a emmené dans une prison londonienne où il l'a gardé 25 ans. Parce qu'il avait demandé une rançon, mais payable par personne. C'était 300 000 écus d'or. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'est, mais personne ne pouvait payer ça, quoi. Et c'est seulement au bout de 25 ans qu'il a été libéré. Ce qui n'est pas plus mal pour la poésie, parce que pendant 25 ans, il a pu écrire de très beaux poèmes. Vous nous en parlez dans le livre, et ça donne une respiration. Ouais, bien sûr, ouais. C'est le personnage qui m'a touchée, lui, parce que vraiment, c'est pas de chance, quoi. Puis c'est vraiment un joli poète. Et l'événement de sa vie, ça a été la bataille d'Azincourt. Il n'a rien vu. Et alors, Azincourt, moi, ce qui m'a intéressée aussi quand j'ai lu ce livre, c'est que je me suis dit, mais il y a plein de batailles que j'ai apprises à l'école, mais Azincourt, pas trop, quoi. C'est quand même un peu cuisant, je crois, encore, puisque dans les livres d'histoire, Azincourt, c'est pas... Et alors, moi, je suis jamais allée à Azincourt. Est-ce qu'il y a encore une mémoire d'Azincourt sur place ? Oui, il y a un musée de la bataille d'Azincourt qui n'est visité bizarrement que par les Anglais. Et presque toutes les maisons maintenant à Azincourt et autour sont achetées par les Anglais pour en faire des maisons de vacances et tout. C'est marrant, ils ont un truc avec Azincourt, les Anglais. Hein. Oui, et voilà. Vous me disiez que vous êtes en train de travailler sur un autre roman historique. Vous pouvez nous dire sur quoi vous êtes en train de travailler ? Certainement pas. Je ne parlerai que sous la torture. Moi, sous la torture, je dénonce tout le monde. Attention, parce que de la torture, il y en a dans vos livres. Oui. On a des idées. Hein. Oui, mais si je ne suis pas torturé, je dirai absolument rien. Le livre est sorti il y a déjà quelques mois. Quelles ont été les réactions ? Est-ce que les gens sont
surpris, étonné, peut-être inquiet de lire ces choses très précises sur la bataille d'Azincourt qu'on connaissait assez peu. J'ai l'impression qu'en tout cas, les gens que je rencontre ici, partout ont l'air d'être vraiment contents. Et puis ça les fait rire. Et ils me disent que c'est un livre qui raconte un truc terrible et puis qui passent leur temps à rigoler. Ça, j'adore ça. Moi. Ça, c'est la grande cruauté, je crois, qui est faite à cette armée française plusieurs siècles après. C'est que maintenant, nous continuons de rire de leurs déboires. Et à juste titre, ils l'ont bien mérité. Raconter des choses horribles et qu'on rigole. Par exemple, là, il y a une dame là, qui est mon éditrice, Betty Mialet, et avec Bernard Barrault, et mon éditeur. Quand j'avais dit à Bernard Barrault, j'ai envie d'écrire un livre qui va s'appeler Le magasin des suicides. Il dit, oh là là, un livre sur le suicide, c'est pas vraiment vendeur ce truc-là et tout. Mais il me dit, mais bon, si tu as envie de faire ça, fais-le, mais on n'en vendra pas du tout, quoi. Et Total, c'était vachement bien. Et ce qui me faisait plaisir, c'est que je rencontrais dans les salons du livre beaucoup de gens qui me disaient qu'eux-mêmes avaient fait des tentatives de suicide et tout. Et ils me disent, mais maintenant que j'ai lu votre livre, je ne pourrais plus le faire. Parce que si je repense à votre livre, je vais éclater de rire. Et ça me plaît, ça, d'entendre ça et tout. Et dans des écoles, ça aussi, je trouvais ça très touchant. Des collèges, des lycées où il y avait eu dans la même année plusieurs mômes comme ça qui avaient mis fin à leur jour et tout. Et les profs étaient un petit peu emmerdés pour... voilà. Et ils leur faisaient étudier le magasin des suicides pour... et faire rire avec des choses pas drôles, c'est vraiment bien, quoi. En tout cas, c'est ce que vous faites très bien. Et j'aime beaucoup, alors sans vouloir spoiler la fin du livre, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit Fleur de Lys qui mette un point final de manière quand même franchement corrosive à cette bataille d'Azincourt. Exactement. Moi, je suis tombé amoureux d'elle, Fleur de Lys. Je ne suis pas étonnée que vous me disiez ça, oui. Oh là 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 là, j'aurais bien aimé la connaître. Il aurait fallu aimer la partager, hein, parce que bon. mais à part ce petit détail, mais concrètement, Fleur de Lys, par exemple, comment est-ce que vous avez retrouvé sa trace? Parce que ça remonte à tant de siècles. Je cherchais, quand je préparais le livre, je cherchais des renseignements. Je savais qu'il y avait des prostituées. Et il n'y a eu que Fleur de Lys à la bataille d'Azincourt, parce que c'était un duc de Bretagne, Jean V, qui avait été chargé par les autres pour amener un convoi avec 300 putes. Mais il est arrivé en retard. Il est arrivé le lendemain. C'était une bonne idée d'arriver le lendemain. Et voilà, il est arrivé le lendemain. Donc il n'y avait que Azincourt. Et tous les soldats, notamment un type qui s'appelait David de Rambure, celui qui s'occupait des arbalétriers, disait, mais comment ça, une pute pour 30 000 hommes? Rien que mes 5 000 arbalétriers ne vont pas réussir à tous y dégorger les rognons. Ce qui est une jolie expression. C'est d'une grande élégance. Et voilà, donc elle était toute seule. Mais elle est mentionnée dans quel document de Fleur de Lys? Alors, donc je cherchais des renseignements sur la prostitution et les batailles. Et évidemment, je ne tombais jamais sur aucun nom. Parce que c'est les prostituées, pour les batailles, c'était comme du bétail, quoi. S'ils avaient bouffé une vache, on ne connaîtrait pas le nom de la vache. Ben là, c'était la même chose. Sauf une dont on ne connaît pas le nom, mais dont j'avais lu qu'il y en a une qui était une sorte d'amulette, de porte-bonheur des batailles, qui allait de bataille en bataille et qui était surnommée Fleur de Lys. Fleur de Lys. Fleur de Lys, ça fait la classe. Plutôt classe, ouais. Et tout de suite, je me suis dit, oh, mais Fleur de Lys, mais comment elle va se retrouver, mais évidemment, dans mon livre. Mais on ne sait pas son nom. Voilà. Elle existe pour toujours maintenant. Ah ouais, comme la défaite des Français et Fleur de Lys. Alors, moi, je ne peux pas prolonger beaucoup la rencontre, mais est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Jean Telet?
La première question est toujours Oui, c'est difficile toujours à la dire, plus mais dure. une fois qu'il y en a une, c'est parti. Monsieur, vous avez levé la main? Non? Oui. Oui. Ouais. Et comment ça s'est passé Ouais. une fois que la noblesse a été décimée pour reconstruire? Oui, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a dû y avoir un flou pendant un bon moment? Bien sûr, oui. Oui. Il y a eu un flou, tous les seigneurs, les trucs, tout ça, tout était complètement déstabilisé. Et plus tard, quand arrivera un roi comme Louis XI, il va en profiter pour réunifier toute la France et tout ça, parce que tout était foutu en l'air dans toute la France. C'est la fin d'un monde. Ah, c'était la fin d'un monde, oui. Et fin d'un monde qui n'était pas du tout prévu, et pour une connerie. C'est quand même incroyable. Vraiment, c'est toujours ce truc-là qui m'étonne. Je me dis, le vendredi, les Français auraient dit, on attend lundi, il n'y avait plus un Anglais en France. Pourquoi ils les bloquent juste au moment où ils veulent se barrer? C'est les bêtises de l'histoire. Il y en a eu d'autres, mais celle-là, elle est vraiment bien. La bêtise humaine absolue. Il n'y a pas beaucoup de guerres intelligentes, j'imagine, mais celle-là est vraiment conne. Il y avait une autre question. Moi, ce n'est pas vraiment une question. Je n'ai pas vu votre livre, mais sûrement qu'il va m'intéresser beaucoup, parce que j'ai étudié la version anglaise en littérature avec la pièce Henri V de Shakespeare. C'est vraiment autre chose. Oh là là, c'est une erreur d'avoir lu ça. Parce que, et moi, vraiment, alors c'est mon idole, Shakespeare. Mais Henri V, c'est un tissu de trucs faux, quoi. Tout comme à la fin, il parle qu'il y a eu une quinzaine de morts anglais à Azincourt. On sait qu'il y en a eu 600 et tout. Et c'est vraiment une pièce de courtisan qui est à la gloire d'Henri V, alors que Henri V était une vraie saloperie. Dans les prisons anglaises, il allait éplucher des fruits en regardant des gens se faire dépecer, des gens dont il soupçonnait que peut-être il combinait des trucs contre lui. Donc c'était Henri V que Shakespeare en fait un héros, alors que vraiment... Vous retrouverez cette scène dans le livre, hein, sachez-le. Et moi, vraiment, pour dire du mal de Shakespeare, il y a vraiment que sur cette pièce que je peux en dire, parce que sinon, c'est hallucinant de beauté, Shakespeare, bien sûr. Mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours les poètes et tout qui doivent écrire dans le sens des rois. Même des gens comme La Fontaine ont écrit des trucs sur Louis XIV qui sont vraiment des trucs de lèche-cul et tout. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Vous avez vu, je surveille tout, j'organise tout. Hein. Oui, merci. On dit toujours que pour gagner une bataille, il faut un chef. Donc on peut supposer qu'il n'y avait pas de chef. C'est une bonne question, ça, parce que le problème, c'est que Charles VI, ne pouvant pas être à la bataille d'Azincourt, tellement il était dingue, et que c'est un connétable dont, zut, je viens d'oublier, Charles d'Albret, qui a dirigé la bataille. Mais il se trouve que Charles d'Albret était boiteux, tout chétif, et n'avait aucune autorité. Et d'ailleurs, au tout début de la bataille, quand il a vu que... il a tellement fait de bêtises, lui aussi, comme tout le monde voulait être au premier rang, au bout d'un moment, il a dit « vous me cassez les pieds ». C'est moi qui vais être au milieu, au premier rang. Et alors que jamais il faut faire ça.
celui qui dirige une bataille, et ça a été le cas d'Henri V, qui était autrement plus intelligent, il se met à l'arrière, ne serait-ce que pour voir pendant la bataille comment ça se passe, où il y a des points de faiblesse, comment réorganiser et tout. Et Charles d'Albret était au premier rang, au milieu. Et il avait une toute petite voix fluette, mais comme il avait son casque avec le haume et tout, et à un moment, il a voulu crier « Lancez la cavalerie !» Mais avec sa petite voix, ça dit « Lancez la cavalerie !» Bon, personne n'entendait rien. Au bout d'un moment, il a levé le haume et pour crier « Lancez la cavalerie !» Mais il s'est pris une flèche en pleine bouche qui est sortie par la nuque. Et pouf, plus de chef. Et donc toute l'armée n'avait plus de chef. Et ça a été un des trucs incroyables. C'est pour ça que vous avez raison. Et la force de l'armée anglaise, c'est d'avoir eu cette saloperie de Henri V, mais qui était tellement intelligent, et c'est lui qui a tout fait renverser. Alors j'avais bien compris qu'il n'y avait pas de chef, merci. Là où je voulais en venir, puisque vous avez fait le parallèle avec la politique, avec la gauche au présidentiel, donc c'est la même chose en politique. Mais c'est pareil. Et en même temps, c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'on attend toujours le personnage providentiel et tout. Et ça, c'est des portes ouvertes aux dictateurs, à des Poutines, à un tas de trucs. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon. Alors, moi, je suis navrée, mais je dois modérer une rencontre dans un autre bâtiment dans 5 Avec qui ? Avec 3 jeunes hommes, la nouvelle garde de la littérature. Mais vous allez vous emmerder, restez avec nous. mais je reste avec vous, je veux rester avec vous. Venez avec nous, sinon. Alors, juste information, d'abord remerciements pour l'interprétation en langue des signes par nos 2 interprètes. C'est extraordinaire, merci beaucoup. Et alors, question que je posais juste avant, mais est-ce qu'il y a une dédicace de Jean Telet ici ? Non, c'est pas ici, c'est au salon. Donc on peut vous retrouver pour faire signer. Ouais. Surtout, je vous encourage vivement, moi vous l'avez compris, hein, j'ai passé un excellent moment de lecture avec Azincourt par temps de pluie. Et je vous encourage vivement à faire de même pour ce livre et les précédents de Jean Telet. Et le prochain, dont on ne saura rien, sauf si on torture Jean Telet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous.